remercie évidemment Jean-Marie et toute l'équipe du Grès. Il y a un autre rendez-vous cette semaine, on ne se quitte pas, donc samedi, si Benoît Boritz arrive à prendre un train, il sera ici 15h. À 15h. Voilà, merci Anne Bugin, vous, de ne pas avoir raté le train. Merci à vous. Jean-Yves Franchère, qui devait être avec nous ce soir, lui, c'est pas qu'il ait manqué son train, c'est plutôt que son train l'a manqué. Voilà, son train n'est pas parti. Au dernier moment, le train de Bruxelles à Paris a dit je ne pars pas pour des raisons liées au grève aujourd'hui et au risque de... Voilà, nous le regrettons tous, mais on est très heureux de vous avoir avec nous, d'autant que il fallait bien y arriver, parce que ça aurait été le troisième échec. Oui, on a déjà reporté 2 fois. Alors, je ne sais pas, au troisième échec, est-ce que... Non, là, je venais, quoi qu'il arrive. Bon, la revue n'est pas conditionnée par ce type d'échec, heureusement. Vous résistez depuis 90 ans, et bon, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, finalement, c'est presque la dernière revue d'idées. Après la fin du débat sur le temps moderne, la fin du débat, lisant, et plus exactement relisant d'ailleurs ce formidable document 1932-2022, il y avait cette idée du temps de la réflexion, et ça a été aussi le titre le nom d'une revue entre guillemets semestrielle que Pontalis avait montée chez Gallimard en 1980. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, et puis finalement, il y en a peu qui tiennent. Dans la revue Esprit, on va essayer de savoir pourquoi et comment ça tient. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls nés dans cette période-là qui tiennent. On y viendra peut-être en cours de cette première partie. Moi, je vais assurer... Enfin, c'est vous qui allez assurer, on va essayer de reparcourir un peu ces 90 ans de la revue, qui sont 90 ans de faits avec au pluriel, auxquels la revue s'est confrontée et qu'elle a voulu, si ce n'est analyser, du moins sur lesquels elle a voulu porter un regard. Donc Esprit, c'est une revue, le porte-voix d'une expression plurielle, mais d'une chose essentielle pour vous, qui est le fait politique. Et le fait politique qui pourrait être d'une certaine façon le frottement de l'histoire, le frottement de production écrite aussi, mais sans idéologie, enfin en tout cas se démarquant du dogme des idéologies, donc des récits, des théories. Beaucoup de philosophie politique, beaucoup de philosophes politiques ont campé dans la revue, et il y en a encore aujourd'hui, je pense que vous y ferez allusion dans la deuxième partie du débat avec Sylvie Sanchez. Voilà, Esprit, donc depuis 90 ans, qui veut participer, veut rendre compte, mais aussi veut proposer, et encore aujourd'hui. Absolument, plus que jamais, nous l'espérons. Alors, commencez. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. On passera à 1932 après. On passera à 1932 ensuite, mais peut-être 2 mots sur ce qu'est Esprit aujourd'hui. Donc vous avez prononcé un mot important, mais auquel je reviens, c'est une évidence, on parle d'une revue. Et la question de savoir ce qu'est une revue au XXIe siècle, il n'y a pas une réponse immédiate. Esprit est une revue au sens fort de ce que ce terme a désigné plutôt au XXe siècle, à savoir un collectif. Un groupe d'hommes et de femmes. Alors il y a longtemps eu beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais c'est en voie de s'équilibrer. Un collectif d'hommes et de femmes issus d'horizons divers. Alors ça, c'est une spécificité d'Esprit, et j'y reviendrai peut-être, qui veulent se donner les moyens de penser l'événement, le monde, la culture, le politique, les idées, ensemble. Voilà. Et de le faire à travers ce qui était le moyen le plus moderne à l'époque de le faire quand ces jeunes gens qui ont fondé Esprit à 25 ans, 27 ans en 1932, qui était une revue. Voilà, une revue. Alors aujourd'hui, Esprit, c'est toujours 10 numéros imprimés par an, parce qu'on a 2 numéros doubles. On est mensuel, mais on a 2 numéros doubles, un l'été et un l'hiver. Mais c'est d'abord et surtout un collectif. Et ce collectif, il s'est évidemment renouvelé, le projet de la revue s'est transmis, et aujourd'hui, Esprit, je parle un peu boutique pour commencer, mais ça me paraît important,
c'est des textes en continu sur un site internet, ce sont des vidéos, ce sont des podcasts, ce sont des rencontres à la revue, parce qu'Esprit est un lieu. Voilà, ce sont des numéros imprimés que vous pouvez trouver en kiosque, chez le libraire, sur abonnement, etc. Mais les moyens que se donne ce collectif de vivre, de s'exprimer sur le moment présent, dans le temps présent, ont évidemment évolué avec le temps. Donc aujourd'hui, nous sommes, de ce point de vue-là, pleinement une revue. Et j'ajoute que la revue comme collectif, ça c'est quelque chose qui a eu tendance à disparaître. De ce point de vue-là, il y en a plus tant que ça aujourd'hui. Il y a des revues, il y a eu, alors attendez, il y en a qui ont disparu aussi, mais des revues de personnes, comme davantage le débat par exemple, n'était pas, je pense, un collectif. C'était Pierre Nora et Marcel Gauchet qui commandaient des articles, mais il n'y avait pas un comité de rédaction de 15 ou 30 personnes qui se réunit chaque mois et qui décident ensemble de quoi vont parler les numéros qui viennent. C'est encore le cas chez nous. Et donc ça, on s'inscrit dans une tradition qui en fait remonte à avant le XXe siècle. Je pense que les revues, c'est indissociable du moment démocratique, le XVIIIe, l'émergence de ce qu'est un espace public dans lequel circulent les opinions, les idées. Et donc, on se réfère à cette idée-là de la revue, et on aimerait que ça se poursuive parce qu'il nous semble que le collectif est plus que jamais important, y compris dans un monde diffracté par le numérique, diffracté par les réseaux sociaux. On a besoin de ces espaces où on réfléchit ensemble et où on fabrique une pensée plurielle. J'imagine bien que sur cette question des réseaux sociaux, de la diffraction, nous y reviendrons peut-être vers la fin de cette rencontre. Un collectif, et ça me fait penser que dans le désordre de mes notes, j'ai oublié de dire dans le collectif, il y a des individus. On va peut-être venir d'ailleurs à la question de la personne, et que vous représentez cette revue dont vous êtes la rédactrice en chef, Anne Dugin, que vous êtes, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes politiste, donc vous avez été formée à Sciences Po à Paris, et puis vous avez travaillé, avant de travailler dans le ministère avec Delphine Bateau, vous me le disiez, vous avez travaillé dans cette structure qui s'appelle le CREDOC, et qui est issue du plan, voilà. Et puis ensuite dans une entreprise privée, avant, toujours animé du désir de travailler dans une revue, vous êtes têtu, vous y êtes arrivé, et donc l'esprit vous a ouvert ses portes. Je suis très très représentative d'un certain profil de gens qui un jour posent leur bagage à Esprit, c'est-à-dire que j'ai un parcours en fait qui ne ressemble un peu à rien, j'ai fait plein de choses, j'ai eu beaucoup de mal à me décider, j'ai eu beaucoup de mal à trouver là où je me sentais bien, et en fait il y a énormément de gens comme ça qui poussent la porte d'Esprit à travers l'histoire, c'est très net. Donc voilà, j'ai un parcours un peu étrange entre l'évaluation de politique publique, le cabinet ministériel, j'ai été plume pendant un temps. J'ai toujours gardé un lien fort au texte et j'ai commencé à collaborer à la revue avant d'y entrer comme rédactrice en chef, avant qu'on me propose effectivement de rentrer dans l'équipe salariée. Et donc voilà. Et dire aussi que c'est Anne-Laure Bujon qui dirige cette revue. Oui, Anne-Laure Bujon est directrice depuis 2020. Le rééquilibrage est fort chez l'Esprit alors. Et voilà, 2 femmes à la tête d'Esprit, c'est historique. Alors on reviendra aussi à cela, donc cette idée dans une revue, l'invention de mois en mois, d'une réponse neuve à l'événement neuf. Voilà, je crois que vous restez sur cette ligne, et cette ligne, en 1932, elle est peut-être déjà donnée, elle est donnée elle est donnée par une personne qui s'appelle Emmanuel Mounier, lequel est animé par un grand projet philosophique. Vous nous direz peut-être comment ce projet philosophique, le personnalisme, a irrigué cette revue et quelle place cette philosophie, de quelle place elle est encore faite dans la revue Esprit, et dans le même temps, donc, dans ce temps où il construit son projet philosophique, il crée aussi cette revue avec 2 ou 3 personnes. Voilà, mais sans rentrer quand même dans cette histoire qui est formidablement décrite dans ce livre republié en fait en 2022. Voilà la place d'Emmanuel Mounier encore dans la revue. Alors effectivement, on ne peut pas parler d'Esprit sans parler d'Emmanuel Mounier. Les deux sont souvent très associés dans l'esprit des gens. Et en même temps, la grande force, ou ce
qu'a réussi à faire Emmanuel Mounier, et c'est rare aujourd'hui, c'est une revue qui lui survive. C'est une revue qui n'est pas que là, qui ne soit pas que la revue d'Emmanuel Mounier pour finir. Donc effectivement, comme vous le disiez, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire compliquée, mais Emmanuel Mounier est philosophe. Il a autour de 25 ans quand il est professeur de philosophie, il a passé l'agrégation, il enseigne au lycée. Et donc là, on est à la toute fin des années 20. Et il fomente avec quelques amis le projet de lancer au départ ce qui est un mouvement. Et un mouvement dont Esprit est la revue. Mais Esprit, au départ, est un mouvement. Et je crois que c'est assez important de le rappeler parce que ça témoigne d'une manière de travailler, d'une manière de concevoir le lien entre l'action et la pensée, qui est liée au fait que Esprit, au départ, n'est pas une revue, mais un mouvement. Et effectivement, les premiers mois, les premières années de travail leur permettent, parce que Mounier n'a jamais été seul, même si c'est lui un peu il a vraiment une figure très charismatique et il occupe vite le centre du projet. Le personnalisme va devenir le corpus philosophique de cette revue. Alors, on y reviendra peut-être, surtout si vous avez des questions, mais peut-être que tout le monde sait ici ce qu'est le personnalisme, une philosophie centrée sur la personne humaine. À l'époque, on dit toujours personnalisme communautaire. Les deux vont toujours ensemble. La personne, pourquoi ? Parce qu'on refuse à la fois l'individu au sens de l'individualisme libéral et on refuse à la fois la masse telle qu'elle commence à émerger dans les idéologies totalitaires, que ce soit le fascisme ou le communisme. Ces deux perspectives, Mounier les renvoie dos à dos, et donc, non, on ne veut pas de cet individu libéral qui produit ces sociétés atomisées, ces sociétés d'hommes sans qualité, aurait dit Mouzil finalement un peu à peu près au même moment. Une personne, c'est quelqu'un qui est donc constitué de multiples dimensions existentielles, spirituelles et pas que matérielles, parce que ça fait partie de ce qui le fait renvoyer dos à dos l'individualisme libéral d'un côté et les masses totalitaires de l'autre, c'est que pour lui tout ça ce sont des matérialismes. Et il affirme au contraire l'importance de la dimension spirituelle de la personne située dans des liens historiques, personnels, sociaux, et que c'est ça qui est en train de s'abîmer dans ces années 30. Et en particulier, enfin voilà, Mounier est un enfant de ce qu'on appelait la génération sans père, donc post-Première Guerre mondiale, dans une société qui a perdu tous ses fondements en réalité. Alors, la revue a longtemps été personnaliste parce qu'elle affirmait ça. Aujourd'hui, j'entends beaucoup, elle ne l'est plus. Et c'est vrai qu'on ne se revendique plus aujourd'hui du personnalisme, mais il y a même un article célèbre de Paul Ricoeur au début des années 80 qui s'appelle « Meurt le personnalisme, revient la personne ». Et ce que voulait dire Ricoeur à ce moment-là, donc on est déjà longtemps après la fondation, c'est de dire que il ne faut pas s'attacher aux ismes. Tous les ismes doivent passer, et peut-être que le personnalisme aussi doit passer, et cette nouvelle génération avait besoin de nouveaux outils, de nouvelles approches pour penser un moment politique qui n'était plus celui des années 30. Et donc en réaffirmant son attachement à la notion de personne, avec tout ce que ça implique, on y reviendra en termes de dignité de la personne humaine, qui sont vraiment des fils rouges qui traversent l'histoire d'Esprit, bon, on pouvait laisser le personnalisme un peu de côté, on pouvait ranger ça au panthéon de notre histoire et continuer d'avancer, continuer de travailler sans se rendre prisonnier d'un corpus. Voilà. Je dis juste peut-être un mot parce que pourquoi Esprit a duré, pourquoi est-ce qu'on a eu cette chance finalement que beaucoup de revues n'ont pas. On n'a évidemment pas l'explication, mais une des dimensions pour partie malheureuse qu'il explique sans doute, c'est la mort prématurée d'Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier meurt brutalement à 47 ans d'une crise cardiaque à sa table de travail. Personne ne s'y attendait, c'est le drame absolu parce qu'il était très charismatique, il avait réuni toute cette communauté autour de lui. Et Esprit, après-guerre, est devenu une revue très importante. Il y a deux grandes revues en France, c'est Les Temps modernes et Esprit, et donc la mort brutale du fondateur, c'est terrible. Mais ça a forcé l'équipe, ça a forcé Esprit à se transmettre d'emblée, à savoir vivre sans son fondateur, à savoir se réinventer. Et donc, on a su le faire plusieurs fois. Albert Béguin, qui prend la suite de Mounier, lui aussi mourra prématurément. Il n'avait pas un très bon karma, décidément, les directeurs d'Esprit au début.
Et donc Jean-Marie Domnac, et par rapport à d'autres, moi il me semble que les Temps modernes par exemple, ou le Débat, parmi les deux grandes revues françaises qu'on a perdues il n'y a pas si longtemps, en réalité c'est des revues qui pour moi n'ont pas survécu à leurs fondateurs. Marcel Gaucher et Pierre Dorat ont choisi de mettre fin à leur projet. Et pour moi, la fin des Temps modernes est indissociable de la disparition de Claude Lanzmann, qui était liée à la génération des fondateurs. Et on sent que la revue n'a pas réussi à retrouver le souffle dont elle avait besoin pour parler au présent. Alors voilà, d'un grand malheur, à savoir la perte de cet homme extraordinaire et charismatique, finalement, ça a peut-être été une chance pour Esprit d'apprendre à vivre avec ces fondateurs au Panthéon, entre guillemets, et de réinventer, selon le mot d'Albert Béguin que j'aime beaucoup, chaque mois une réponse neuve à l'événement neuf. Oui, décidément, on parlait de Pantelis tout à l'heure, et Pantelis a mis fin aussi à la nouvelle revue française de psychanalyse. Oui. Et à un moment donné, il s'est dit, nous n'irons pas plus loin. Parce que c'est très dur de transmettre. Voilà, c'est pas facile, et donc bon, voilà. Il se trouve que notre histoire nous a permis de le faire, on a eu de la chance. Alors on fera quelques pas dans l'histoire, et on va passer sur cet épisode un peu douloureux, compliqué, peut-être ambigu, qui a été jugé comme ambigu de la guerre de 40, et la revue qui se maintient, ou plutôt qui se réinstalle, mais pas pour longtemps, puisque finalement le gouvernement de Vichy très vite va l'interdire, mais plutôt je voulais plutôt insister sur le caractère de résistance et de relation à la résistance des animateurs d'esprit, et puis plus encore peut-être à ce qui va naître de cette résistance en 44-45, le journal Le Monde, les éditions du Seuil, la revue Esprit, et un peu plus tard, les animateurs de l'éducation populaire, Peuple et Culture, voilà, Très important. Voilà, et tous ces mouvements qui, en tout cas au moins pour les 3 premières entreprises, elles durent, celles-là, et elles sont issues d'un même terreau commun, oui, tout à fait. On pourrait même dire peut-être d'une même spiritualité. On peut dire ça. Attention, je sais que le mot spirituel est mal vécu. Alors, quand on s'appelle Esprit, on pourrait peut-être en profiter d'ailleurs. Non, mais alors 2 mots sur l'épisode de la guerre, mais effectivement je ne vais pas m'étendre, mais certains d'entre vous ont sans doute eu vent peut-être des polémiques qui ont éclaté dans les années 80 autour de Bernard-Henri Lévy et d'un historien israélien qui s'appelle Zev Sternel, qui, dans leur exploration de ce qu'avait été le fascisme français, ont évoqué la personnalité de Mounier, etc. Donc évidemment, coup de tonnerre, polémique, plateau, télé, tout ça, réponse, droit de réponse, là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement ? En fait, au moment alors, la revue avait pris position tôt, ferme et fort contre les accords de Munich. Donc, de ce point de vue-là, dans les années 30, la revue a vraiment été un lieu très identifié et absolument incontesté de l'antifascisme. Mais au moment où survient la guerre et donc l'effondrement de 40, il y a un débat qui traverse la revue que Mounier tranchera d'une façon qui a fait débat en interne. Mounier souhaite poursuivre la publication sous Vichy, sous la censure, en disant l'Allemagne a gagné, le continent européen va tomber dans les griffes du totalitarisme, il faut organiser des poches de résistance où une parole peut continuer de se dire, même dans les conditions qu'on sait, même sous la censure, c'est mieux que rien. Et un certain nombre de gens à la revue disent « mais non, c'est un risque complètement inconsidéré, il faut stopper la publication ». Bon. Mounier persévère, 9 numéros seront publiés sous la censure, évidemment des numéros alors critiques, souvent en langage crypté qu'on ne comprend pas forcément aujourd'hui, mais bon, Vichy finit par se rendre très bien compte du problème et la revue est interdite. Et Mounier est emprisonné, parce qu'il est soupçonné d'avoir des liens avec le réseau Combat. Et donc, à partir de l'été 41, la revue rentre dans la résistance. Enfin, Mounier non, parce que Mounier, il est fragile, il est aveugle d'un œil, il est sourd d'une oreille, ça c'est vraiment pas un soldat. Donc lui, il est en retraite à Dieu le fit, mais beaucoup des jeunes collaborateurs prennent le maquis, dont Hubert Beuve-Méry, qui est un des jeunes plumes d'Esprit à ce moment-là.
Et puis les futurs le Seuil existe déjà. Flamand et Bardet, qui sont les deux fondateurs du Seuil, sont dans la mouvance d'Esprit, font partie de la revue. Le Seuil existe déjà, mais n'est qu'une toute petite maison d'édition. Et après la guerre, elle prendra un essor considérable en lançant les collections Esprit. Donc il y a un lien très fort qui se crée entre Esprit et le Seuil, qui sont toujours restées deux maisons indépendantes, mais qui partagent des histoires humaines, c'est-à-dire que leurs fondateurs sont communs, appartiennent au même groupe. Et donc, la guerre a à la fois été cette épreuve très rude, comme elle l'a été pour toute la France, mais elle est un vrai moment de refondation, de renouvellement générationnel, des amitiés secrets. C'est pendant la guerre qu'émerge le très jeune Jean-Marie Domnac, qui va devenir plus tard directeur de la revue et philosophe un petit peu connu. Et effectivement, un écosystème, on va dire qu'il y a un ADN de gauche chrétienne au départ, s'il faut parler pour situer un peu tout ce petit monde-là. Émerge au sortir de la guerre, dont l'Esprit est un peu la matrice, avec d'un côté Le Monde, Hubert Beuve-Méry, Le Monde, d'un autre côté Le Seuil. Et donc c'est un moment aussi de l'histoire intellectuelle française où on voit qu'il y a une circulation très forte entre la presse, les maisons d'édition, les revues. C'est une circulation vertueuse et des idées et des auteurs qui est tout à fait caractéristique de ces années 50. Années 50, je le disais, pendant lesquelles Esprit qui est une petite revue dans les années 30, fondée par des gamins. Donc elle s'est considérablement... sa notoriété s'accroît considérablement. Elle a une diffusion qui est importante, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui même. À l'époque, il y a deux grandes revues françaises à la sortie de la guerre, Esprit et Les Temps modernes, qui donc sont créées par Jean-Paul Sartre juste après. Alors on va peut-être commencer à s'aventurer un peu dans la politique. Je vais aller assez vite parce qu'il faut laisser très vite de la place à l'actualité, si j'ose dire, à quelque chose de plus récent, et où en est Esprit aujourd'hui. Mais je vais passer sur les années 50, 60, 70 et le rapport à la gauche. Alors une des grandes fonctions d'Esprit, c'est de poser une relation très critique au totalitarisme et évidemment en premier lieu à l'Union soviétique. De ce point de vue, ils sont très antérieurs, c'est très antérieur à ce que Bernard-Henri Lévy lui-même, il a peut-être envie de régler des comptes et d'être le seul le seul antitotalitaire. Voilà, cette très forte orientation sera avec un certain nombre de compagnons de route, Claude Lefort évidemment, et puis tous ceux de socialisme barbarie. Voilà, et puis il y a les grands épisodes de la décolonisation, et là aussi il y a un rapport au gaullisme qui n'est peut-être pas aussi attendu que cela à ce moment-là, et puis l'orientation vers on va dire peut-être la construction d'écrits, de théories liées à ce qu'on a appelé la nouvelle gauche ou la deuxième gauche, la fréquentation non plus de la CFTC mais de la CFDT, du PSU. Voilà, donc l'idée peut-être aussi liée à une certaine pratique sociale, on aurait presque dit même une praxis. Donc voilà, à ce moment-là, quel est le regard de la revue sur le marxisme? Parce que on peut quand même différencier le regard sur le marxisme de celui, c'est le cas de Castoriadis par exemple, de celui sur l'Union soviétique et ce qu'on a appelé le socialisme réel. Là. Oui, voilà. Exactement. Voilà, donc ça on arrive, vous voyez, vers la fin des années 70. Et aujourd'hui. Alors, dans ce que vous avez déroulé, qui est tout un programme, qui est 50 ans d'histoire de la revue, je commence par la toute fin parce que ce que vous avez évoqué sur la notion de praxis, qui me paraît important, parce que ça définit ce qu'a été cette revue, et alors là, ce qu'elle est encore tout à fait aujourd'hui. Je reprends une comparaison avec une autre revue que vous connaissez bien, qui a disparu il n'y a pas longtemps, Le Débat. Quand Le Débat naît dans les années 80, elle veut être une revue d'idées. Le débat, parce qu'on doit débattre, et on doit débattre sur le plan des idées. Esprit a un positionnement qui a toujours été un petit peu différent. Esprit est un mouvement au départ, et je pense que ça fait partie ça inscrit quelque chose dans son ADN là d'un petit peu spécifique.
Esprit est une revue d'idées, incontestablement. Si vous la lisez, vous vous en rendez très vite compte. Il est question de vie des idées, de théorie politique, on n'a pas peur des concepts, etc. Mais c'est une revue qui a toujours affirmé qu'on ne pouvait pas séparer la pensée de l'action. Et que donc, les réflexions théoriques qu'on a, on les a en tant qu'elles nous questionnent, en tant qu'elles nous aident, en tant qu'elles nous mettent en difficulté, ça dépend des configurations, par rapport à une pratique politique, une pratique professionnelle, une pratique sociale. C'est important parce que ça a donné, il me semble, une sorte de trait, une sorte de style à la revue qu'on retrouve au long cours. S'il y a vraiment une figure que les gens d'esprit n'aiment pas, historiquement, à chaque époque, c'est ce qu'ils appellent l'intellectuel aux mains pures. C'est-à-dire, c'est celui qui pense, qui se permet, celui ou celle d'ailleurs, qui pense, qui se permet de penser de façon inconséquente, parce qu'il n'a pas à se confronter aux ambivalences de l'action. Ou ça peut être celui ou celle qui pense et dans sa roue de hamster de la pensée, ne voit pas qu'il s'idéologise, au sens où il rentre sur entre guillemets, la mauvaise pente de la vie des idées, qui est de ne penser qu'à travers elle, et de ne plus rencontrer le monde, de ne plus rencontrer les gens, de ne plus faire attention aux événements. Voilà. Je dis ça parce que c'est ça, en réalité, qui a été central dans les deux engagements d'esprit que vous avez cités. L'engagement en faveur de la décolonisation d'une part, la lutte contre le totalitarisme d'autre part. En fait, la lutte contre l'engagement en faveur de la décolonisation vient avant, dès 1947. Il y a un numéro d'esprit qui s'appelle « Prévenons la guerre d'Afrique du Nord ». Et très vite, ça va devenir l'engagement central de la revue, et évidemment, toutes les années 50 sont très occupées par ça. Et ce qui mobilise le collectif, c'est la question de la torture. Ça, c'est insupportable. On est vraiment face à, vous voyez, des profils, il y a des chrétiens dans l'équipe, mais pas que. Mais cette idée que l'État français torture et qu'eux-mêmes se sont battus pendant la guerre contre la Gestapo parce que ces pratiques-là étaient insupportables, ça ne passe pas. Et donc, ça motive un engagement constant et de long terme, mais amer également parce qu'ils sont très malheureux de la façon dont ça se termine, et ils ont le sentiment d'avoir vu tout ce qui pouvait mal tourner et de pas avoir réussi à réfléchir sur le cours des choses. Et j'ai envie de vous dire que sur le totalitarisme, c'est pas pareil, mais il se passe quelque chose. C'est l'événement qui déclenche, c'est 56, c'est Budapest. Et alors même qu'en fait, beaucoup de membres de la revue avaient un compagnonnage très étroit avec les communistes à la sortie de la guerre, beaucoup plus qu'avant-guerre. Après-guerre, comme vous savez, le Parti communiste a une aura considérable, d'abord d'avoir gagné la guerre, enfin de la résistance de l'Union soviétique, ensuite d'avoir gagné le mouvement ouvrier, et que ça, c'est une légitimité considérable, y compris aux yeux des gens d'esprit. Mais là, les chars, et avant ça, l'affaire Kravchenko qui avait déjà semé un peu le trouble, bah non, en fait c'est plus possible de se réclamer de cette vision du monde, de cette philosophie de l'histoire. Les événements nous obligent à le penser autrement, et ça deviendra le grand engagement d'esprit sur les 30 ans qui suivent. Alors l'histoire va donner raison d'une certaine façon. Deux événements consécutifs qui vont très vite nous amener à, ça y est, cette fois-ci, à aujourd'hui, c'est la chute du mur et les transitions démocratiques, avec des événements considérables auxquels la revue va s'attacher, la crise en Yougoslavie, et aussi l'avènement de nationalisme imprévu. Puis en France, des mouvements sociaux, et le regard de cette revue sur les mouvements sociaux, et puis, à peine 10 ans plus tard, la revue et que le monde entier se fracasse sur la réalité de l'événement à New York et de la chute des tours, et puis tout d'un coup de ce retour inattendu, enfin encore que peut-être justement pas par leur esprit, du fait religieux et ce qu'on a appelé aussi une crise de civilisation. Et ensuite, nous irons vers ce qui, ici, vous
tracasse d'une certaine façon et à quoi vous donnez tout votre sens de l'observation. Nous irons vers des choses comme la souveraineté, par exemple, qui était le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous avez prononcé le mot crise de civilisation, donc ça, c'est une expression qu'on retrouve constamment sous la plume de nos fondateurs dans les années 30. C'est étrange parce qu'elle a un écho aujourd'hui très fort, on réentend de nouveau ce mot, et donc on y reviendra peut-être dans la suite de cette discussion. On a beaucoup entendu le parallèle avec les années 30, ces dernières années, avec lequel on maintient qu'il faut être très prudent, mais il est évident que le fait d'avoir traversé 90 ans d'histoire nous remet aussi dans des échos, dans des questionnements qui étaient, auxquels nos fondateurs avaient déjà été confrontés. Alors là, vous avez ouvert un chapitre de 1989 à aujourd'hui. Dans le petit livre qu'on a réédité là, on lui avait donné le titre « Une embellie démocratique sans lendemain ». Pourquoi ? Parce qu'évidemment, 89, pour un collectif dont l'antitotalitarisme avait été la boussole pendant 30 ans, c'est d'abord un espoir inouï. Un espoir inouï pour la démocratie, pour les droits humains, et donc le sentiment que quelque chose là est gagné. Non pas que eux aient combattu qui que ce soit, mais que, entre guillemets, les sociétés civiles derrière le rideau de fer ont gagné un combat dans lequel la revue les soutenait. Pour autant, la revue, très vite, a mis en garde contre cette idée de fin de l'histoire qui commençait à se très vite en fait à se répandre, et des voix inquiètes comme celle de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pierre Asner, qui a été une personne majeure dans l'histoire d'esprit dans ces années-là, ont très tôt identifié le retour des passions tristes, le retour du nationalisme, le retour de la violence d'État dans un certain nombre de régions. Et donc en fait, la guerre des Balkans arrive très vite derrière tout ça. Et ça a été de nouveau un engagement majeur d'esprit avec un comité qui s'est créé, le comité Vukovar Sarajevo, autour d'Antoine Garapon, Véronique Naumgrave, etc., qui ont été très très actifs dans ces années-là. C'est aussi le moment du Rwanda, et la revue a été très mobilisée aussi autour de cette question. Et pareil, en cherchant à contredire une lecture qui s'imposait dans ces années-là, qui était « on est sur des violences interethniques ». Et la revue disait non, on est sur des violences d'État, on est sur de la fabrique de génocide par des pouvoirs qui brutalisent les sociétés, et non pas que la question ethnique ne soit pas évidemment présente dedans, mais vous voyez, cette tradition finalement de travail sur la question totalitaire, sur la question de la violence politique qui avait traversé toutes les décennies précédentes, permettait à la revue d'être lucide sur ce qui était en train de se recomposer. La revue voit aussi émerger la question migratoire assez tôt. Voilà, vous me direz, mais décidément, nous étions de bien... Enfin voilà, on travaillait sur des sujets vraiment pas drôles. La revue était convaincue que quelque chose se décomposait, recomposait sur les ruines du totalitarisme soviétique qui était tout à fait dangereux. Et donc c'est aussi ce qui a permis à la revue de voir malheureusement arriver, peut-être plus tôt que d'autres, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Mais on y reviendra. Et dans le même temps, et ça Jean-Yves Pranchère aurait été bien meilleur que moi pour en parler, ce sont des années où se constitue toute une réflexion sur le droit. C'est-à-dire que quand on est sorti de ce moment totalitaire, on ne veut pas croire à la fin de l'histoire, et on ne veut pas non plus croire au fait que les sociétés vont s'auto-harmoniser avec le marché, que tout ça ne va pas fonctionner. Le politique reste moteur dans les sociétés, ça reste une conviction d'esprit, et que donc le travail du droit vient prendre, et les réflexions sur ce que peut la justice pénale internationale, sur ce que peuvent les droits de l'homme, comment les défendre, quelle promotion faut-il en faire, pourquoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas. Ça fait partie des grands chantiers intellectuels de la revue de ces dernières années. Ça ne nous empêche pas de nous intéresser aux mouvements sociaux, vous l'avez dit. On ne fait pas que de la politique internationale.
Loin s'en faut d'ailleurs, si vous regardez nos sommaires. Mais on a le sentiment que voilà, l'événement nous convoque et l'événement, il n'est pas toujours entre nos frontières, quoi. Et qu'il faut être capable d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins pour comprendre ce que ça nous dit du monde dans lequel on est et en quoi ça doit nous convoquer, nous alerter le cas échéant. Alors, effectivement, nous devions ce soir discuter des droits de l'homme avec Jean-Yves Franchère, mais vous allez aisément le remplacer, j'espère. Aisément, je ne sais pas. Il faudra le réinviter, hein, mais parce qu'il fera ça mieux que moi quand même. On aurait pu inviter Antoine Garapan, qui est aussi un de vos collaborateurs. Absolument, absolument. Voilà, Sylvie Sanchez, je vous laisse glisser vers des choses plus actuelles que celles que nous évoquions, mais qui restent cette histoire, le cœur de l'histoire bat encore très fortement dans la revue Esprit, et puis même dans notre société. On ne se débarrasse pas de l'histoire comme ça. Et puis elle est très enseignante. Alors, prenez votre... Donc du coup, c'est bon. Vous l'avez allumé maintenant, je suis pas sûre. Est-ce que vous l'avez allumé ensemble? Voilà. Donc du coup, je me suis demandé, en discutant avec vous la dernière fois, comment est-ce qu'on pouvait penser l'importance d'écrire dans une revue comme la revue Esprit. Alors ça c'est une question, voilà, c'est une question à laquelle j'aurais vraiment aimé que Jean-Yves puisse répondre, mais je crois que je peux en dire quelque chose parce que donc Jean-Yves Franchère est un philosophe, il est professeur de théorie politique, il a une grande carrière universitaire, il a un éditeur, il écrit tous les livres qu'il veut, etc. Et pourtant, il nous donne du temps et il nous donne des articles. Et c'est une vraie question de comprendre pourquoi une personnalité comme celle-ci aujourd'hui. Alors il y a des universitaires à Esprit, mais il y a plein de gens qui ne le sont pas, hein, et ça c'est très important pour nous. Mais finalement, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi on le fait? Alors je peux pas répondre à sa place, mais je sais ce qu'un certain nombre d'auteurs disent suffisamment souvent pour pouvoir en témoigner ici, qui est que la revue c'est d'abord un espace de liberté. Qui n'est pas exactement de même nature que celui qu'offrent les publications académiques, qui sont aussi des espaces de liberté, mais selon d'autres critères. On n'est pas une revue peer-reviewed, comme on dit aujourd'hui, on est une revue de débat public, on n'est pas une revue scientifique. Et la revue, c'est aussi une temporalité alternative, ou une temporalité entre celle du livre, et, qui est celui du temps long, et celui de l'actualité, qui est celui du journal, ou de l'actualité, maintenant qu'elle passe par un journal physique ou pas. Et donc c'est ce rapport au temps et à l'événement qui permet d'y prendre un peu de recul, mais pas trop quand même. On est situé par rapport à l'événement, on ressent le besoin d'y réagir, on ressent le besoin d'en dire quelque chose ici et maintenant, mais en se donnant la possibilité d'un petit pas de côté, d'un temps de recul. Et c'est ça, en fait, que permet le format revue, et donc je le vois bien sur la manière dont travaille un Jean-Yves Franchère avec nous. Si vous regardez les articles récents qu'il nous a donnés, c'est des articles qui sont toujours en prise avec un débat ici maintenant. Donc on va évoquer le dossier sur la souveraineté, le dossier de mars 2022 qui s'appelait « Retrouver la souveraineté ». Et je vous dirai pourquoi ce dossier, pourquoi maintenant, pourquoi mars 2022. Et bien Jean-Yves Franchère, parce qu'on est dans une élection, on est dans une campagne présidentielle, enfin voilà, vous vous souvenez tous de ce à quoi ressemblait cette campagne, dans laquelle il ne se passe pas grand-chose de consistant, pas grand-chose d'intéressant, et tout à coup, ce mot souveraineté apparaît dans le débat, et tout le monde s'en réclame, et on a des espèces de batailles, tout le monde se renvoie à la souveraineté, à gauche, à droite, il faut retrouver la souveraineté, on ne sait pas de quoi on parle, on ne l'a pas défini, et donc là, un professeur de théorie politique comme Jean-Yves Franchère dit non mais ça c'est pas possible, et donc je m'en saisis, et je fais un bel article de revue qui refait le point là-dessus. Donc, dans une actualité qui a son moment un peu brûlant, qui est cette campagne, mais avec tous les acquis, voilà, de ce qu'un professeur de sciences politiques comme lui peut injecter, peut insuffler au débat public pour que tout le monde, ou du moins un grand public qui le souhaiterait, on est lucide sur le fait qu'on n'est pas complètement grand public, mais un grand public qui souhaiterait se confronter à ces questions
le pourrait. Et c'est ça qui fait une plume de revue, et c'est ça qui fait toute la valeur d'un Jean-Yves Franchère et de tant d'autres autour de nous toutes ces années. C'est ce désir d'intervenir dans le débat public, mais en le faisant avec le temps nécessaire, la réflexion nécessaire. Oui, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, éviter la pensée de survol, oui, voilà, et être dans la praxis plutôt. Et surtout, à chaque fois, essayer de pointer ce qui menace les démocraties et dans l'événement qu'on a. Ah, il ne marche pas? Ah, non, si, il faut que vous parliez dedans. Ah, d'accord. Donc je disais pointer ce qui menace les démocraties ou qui diminue leur légitimité dans l'opinion. C'est vraiment ce qui l'intéresse à chaque fois. Alors du coup, je voulais faire un petit point sur on va dire le parcours de Jean-Yves Franchère, mais très rapidement. Donc il enseigne à l'Université libre de Bruxelles. Il s'occupe de théorie politique. Alors, ses sujets de prédilection, les anti-lumières, la pensée contre-révolutionnaire du 19e, les différents types de critiques des droits de l'homme, comme vous l'avez dit, les liens entre la politique et la religion. Et il écrit, les derniers livres qu'il a écrits, ils sont écrits avec Justine Lacroix, donc à 2 mètres. Et les droits de l'homme rendent-ils idiots et le procès des droits de l'homme. Et j'ai beaucoup aimé justement cette situation. Et donc les derniers articles de la revue Esprit depuis ces 2 dernières années, donc c'est vraiment la souveraineté qui est en question, la liberté sociale et collective, défendre le libéralisme sans s'identifier, le meurtre de Samuel Paty, et avec Justine Lacroix, la démocratie à l'épreuve de la pandémie, etc. Bien, alors je voulais reprendre notre réflexion autour de la souveraineté, et évidemment je voulais vous poser une première question. Jean-Yves Franchère parle d'un masque de souverainiste qui recouvre l'idée démocratique. Oui, alors c'est pas sans lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur cette campagne 2022 si pénible, au milieu de laquelle, voilà, pouf, on se met à parler de souveraineté. Et Jean-Yves a d'emblée pointé le fait que ce mot souveraineté était devenu le masque d'autre chose dans ce débat. Quand on disait, à droite comme à gauche d'ailleurs, qu'il fallait retrouver une souveraineté qu'on aurait perdue, ce dont il était question, c'est d'une puissance d'agir en fait. Ce qui était derrière cette notion de souveraineté brandie par les uns ou les autres, c'est cette idée qu'il fallait retrouver de la puissance d'agir politique qu'on aurait perdu face au marché et au capitalisme mal régulé, face à l'Union européenne qui impose toutes sortes de choses, face au droit international qui nous dit par exemple qu'il existe une convention de Genève qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les personnes migrantes, etc. Tout ça concourrait évidemment à ce que le peuple français, et c'est là le problème et j'y reviendrai, le peuple français, sans qu'on précise qui il est et surtout qui peut parler au nom de lui, n'aurait plus les moyens de décider pour lui-même ce qu'il veut pour son avenir. Et c'était de ça dont il était question à travers cette mise en débat de la souveraineté dans la campagne 2022. Et il nous paraissait que c'était très très mal posé comme débat, à savoir que la notion de ce que doit être une puissance publique et comment recouvrer de la puissance publique, ça c'est une très bonne question, et il faut y répondre. Mais la nommer souveraineté sans préciser ce dont on parle, qui est souverain, est-ce que c'est la Constitution, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est le peuple, est-ce que c'est tout ça, c'était ouvrir la porte à un débat qui risquait assez vite de déraper finalement dans cette idée qu'il fallait retrouver une forme d'unité d'un peuple français supposé. Et là, on revient à... Enfin, on y reviendra peut-être, mais c'est là que se fait le lien avec toute la pensée de Jean-Yves autour de la notion de droit de l'homme. Qui appartient à ce peuple au nom de quoi, qui est légitime à parler pour lui, tout ça, ce sont des questions de théorie politique tout à fait fondamentales, mais inflammables dans le débat actuel. Et donc il faut faire très attention quand on en appelle à une supposée souveraineté perdue. On va très vite glisser vers « il faut que le peuple reprenne le droit d'eux » et en général,
c'est la porte ouverte à des discours, à minima pour commencer, des discours excluants, exclusifs, qui permettent à ce supposé peuple de retrouver son unité et sa puissance perdue. Et tout le travail de ce dossier et de la contribution de Jean-Yves en particulier consistait à bien finalement remettre les choses à l'endroit. Voilà ce que c'est que la puissance publique, voilà ce qu'on entend en théorie politique dans souveraineté. Qui est garant de la souveraineté? Eh bien, c'est la Constitution. Et la Constitution, elle distribue les pouvoirs, et donc il faut pluraliser la souveraineté. Et oui, il faut réformer les institutions, il y a beaucoup de choses à faire mieux au niveau de l'Union européenne, mais braquer le problème en disant il faut recouvrer quelque chose qui nous a été enlevé, ça nous paraissait être l'ouverture d'un débat pas complètement sain en démocratie dans le contexte qui était le nôtre. Voilà. D'où les dérives, ce qu'on pourrait nommer des dérives qui ont consisté à utiliser, à accoler le mot démocratie à la notion d'île libérale. Une démocratie. Oui, alors c'est vrai qu'on en parle moins ces derniers temps parce que la guerre en Ukraine a peut-être un peu fait passer ça au second plan, mais les années précédant la pandémie et au début de la pandémie, souvenez-vous, cette expression démocratie libérale était omniprésente dans le débat public et en Europe, c'était notamment pour qualifier ce qui se passait plutôt en Europe centrale et orientale dans les pays comme la Hongrie, Viktor Orban, la Pologne, oui, tout à fait, la Pologne, et puis tout un mouvement de déconsolidation démocratique auquel on assistait. Il ne faut pas oublier quand même il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu, c'est un peu différent, mais il y a eu le Brexit comme... le Brexit, voilà, moment très paradoxal, le slogan du Brexit c'était « Take back control ». Et donc c'est toujours cette idée que les sociétés ont été dépossédées d'un agir politique et qu'il faut absolument qu'elles recouvrent. Et alors ça, pour le coup, c'est quelque chose auquel moi j'accorde, la revue Esprit et moi-même on accorde tout notre crédit. Il y a un vrai problème de sentiment de dépossession démocratique et il faut lutter contre parce que c'est absolument dramatique. Mais lui donner le nom de souveraineté du peuple paraît problématique. Et donc ce grand moment de la démocratie libérale, il s'inscrit totalement là-dedans. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de dirigeants ou d'idéologues, mais ont finalement réussi à formuler cette idée complètement paradoxale qu'on pouvait être démocratique sans respecter le contenu positif de la démocratie qui est le libéralisme politique, en tout cas d'un certain nombre de ses principes, et l'état de droit. Et que donc, la démocratie, c'est simple, c'est le fait majoritaire. Si un peuple vote en majorité pour quelque chose, c'est la démocratie. Et ça, nos philosophes politiques répondent « Ah non, le peuple peut tuer la démocratie, le démos peut tuer la démocratie. La démocratie, elle a un contenu positif qui inclut la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, toutes sortes de choses, et donc en fait les démocraties libérales ne sont pas des démocraties. Mais voyez comment cette idée du regain de puissance d'agir politique a fait son chemin très profondément dans nos sociétés. Je pense que c'est un défi absolument majeur des années à venir que de redonner corps à cette idée de puissance d'agir politique, mais qui ne doit pas se traduire par le fait de renoncer à tout ce qui a fait les démocraties post-45, tout ce sur quoi s'est bâti notre droit constitutionnel en faveur de la démocratie. Oui, justement, en fait, je voulais en revenir là. Donc, la démocratie, c'est plutôt un système ouvert, solidaire, participatif et en devenir indéfini, nous dit Jean-Yves Pancher. Donc, oui, et là, en fait, il évoque, certains d'entre vous l'ont sans doute reconnu, il évoque la pensée de Claude Lefort. Donc Claude Lefort, qui a été un philosophe très important dans l'histoire d'esprit, qui a beaucoup travaillé sur le totalitarisme soviétique en particulier, mais pas que, et qui a cette formule un peu mystérieuse quand même, mais très forte en réalité quand on y réfléchit, qu'en démocratie, le lieu du pouvoir est vide. Il y a un lieu vide du pouvoir qui ne peut pas être occupé par le peuple, puisque le peuple, encore une fois, on ne sait pas ce que c'est, il est forcément pluriel, il est forcément toujours en devenir, en construction, qu'il a confié son avenir à des représentants et à une série d'institutions qui divisent la souveraineté, qui se répartissent la souveraineté, comme on l'a dit tout à l'heure, et que
il ne s'incarne jamais jusqu'au bout. La souveraineté ne s'incarne jamais jusqu'au bout, comme c'était le cas dans l'Ancien Régime, à travers la figure d'un roi, et que dans une démocratie, ce lieu-là, il est toujours vide, il est toujours... on ne le remplit jamais complètement, personne ne peut se prévaloir de le représenter jusqu'au bout. Et c'est cette dynamique-là qui tourne, se relaie autour dans ce qui reste le vide du pouvoir, qui fait de la démocratie un régime indéfiniment ouvert. Et c'est cette ouverture qui, dans un monde ouvert, mondialisé, soumis à des changements technologiques, économiques, très, très rapides et très rudes, tout ça est plein d'incertitudes. Et donc on comprend bien qu'il y a une tentation aujourd'hui de refermer tout ça, de réincarner quelque chose, en disant le pouvoir, il est là, et il agit, et il protège face à tant d'incertitudes. Et il est évident que pour les démocraties, il y a un enjeu majeur que de rester ouverte, au sens fort de ce que disent Jean-Yves ou avant lui Claude Lefort, tout en restant protectrice, tout en maintenant ouvert l'avenir pour les sociétés qui les composent, quoi. Donc j'en viens à ma troisième question. Alors, comment les droits de l'homme peuvent-ils soutenir cet effort justement d'ouverture et clarifier l'usage de la notion de souveraineté qui tout de même est nécessaire dans Alors, les droits de l'homme, c'est un énorme débat qui n'a cessé de monter là, depuis les années 90, et vous en avez forcément entendu parler, et on y revient. C'est notamment quelqu'un comme Marcel Gauchet, mais pas que. Je pense à des philosophes comme Pierre Manant, comme Alain Finkielkraut dans un autre genre, qui d'ailleurs tous ont fait partie de cette galaxie antitotalitaire qui était proche d'esprit en réalité. Tout d'un coup, dans les années 90, on se rend compte qu'on a dû louper des épisodes, mais on n'est plus d'accord sur un certain nombre de questions fondamentales. Le féminisme, l'écologie, ce qu'on appelait les minorités encore à l'époque, même si on ne le formule plus exactement comme ça. Tout ce qui est la question de l'immigration. On sent chez ces gens-là ce que je dis nous, mais moi j'étais collégienne à l'époque, mais ce que la revue sent comme un raidissement de ces personnalités et de ce qu'elles représentent, qui se mettent à tenir le discours suivant. Le politique se dilue, le politique s'effiloche, parce que les droits individuels des personnes ont remplacé le projet politique, et donc chacun veut ses droits, et les communautés politiques s'effondrent. Et donc est apparu dans ces années-là un discours anti-droit de l'homiste, sachant que droit de l'homisme c'était déjà une caricature, c'était déjà une manière de dénigrer les droits de l'homme. Voilà, la question posée était tout à fait valable. Qu'est-ce qui se passe dans des sociétés de plus en plus plurielles où l'émancipation, la promesse d'émancipation démocratique continue, elle ne s'arrête jamais sur les questions de mœurs notamment, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre l'identité des combats politiques qui doivent maintenir une société ensemble? Bon, à cette question, Esprit a répondu non. Que le procès des droits de l'homme était nul et non avenu de ce point de vue-là, même si les questions posées importaient. Et donc Jean-Yves fait partie des gens, avec Justine Lacroix, vous l'avez dit, qui vraiment là ont consacré des travaux de recherche très importants à ce sujet et qui en ont livré au grand public via Esprit la substantifique moelle, on va dire. Et en fait, ils se réclament beaucoup de Hannah Arendt, qui, vous savez, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a théorisé, à la formuler comme ceci, les droits de l'homme, c'est le droit d'avoir des droits. C'est-à-dire que pour des gens, et en l'espèce, elle évoquait les juifs et les apatrides, les situations terribles créées par la situation qu'on sait dans les années 30 et qui ont mené à ce conflit mondial et à la Shoah. Ces individus privés de droits civiques, le seul droit qu'il fallait qu'ils gardent, c'était ces droits attachés à leur qualité de personnes humaines. Ce sont les droits de l'homme qui devraient, si cette situation dramatique était amenée à réapparaître,
leur garantir de futurs droits qu'ils n'ont pas encore, puisqu'ils sont dans une situation de transit ou de migration, etc. Mais dont il ne faut surtout pas les déposséder, parce qu'alors là, c'est l'humanité qu'on fracture, c'est-à-dire c'est l'humanité qu'on dessaisit d'une partie de ses droits. Et ce point-là n'est pas du tout daté historiquement, d'abord parce qu'on voit que des personnes, sinon apatrides, du moins privées de droits civiques, dans des situations très compliquées, il y en a de nouveau. Mais ce que nous dit Jean-Yves en actualisant tout ça, c'est que qu'est-ce qui garantit qu'une personne va pouvoir participer au débat démocratique d'un pays sur un pied d'égalité avec les autres? Si vous n'avez pas les droits de l'homme, vous ne pouvez pas garantir ça. Parce que un pouvoir politique mal intentionné peut toujours décider que telle catégorie de citoyens, par exemple, est une catégorie de citoyens de seconde zone, que tel droit va être valable pour telle communauté et pas pour une autre. Donc, l'ultime protection de la démocratie contre le fait que soient créées des différentes catégories de citoyens qui ne soient pas mis sur un même pied d'égalité, c'est les droits de l'homme qui seuls sont capables d'assurer l'égale participation de tous au débat démocratique. Et après, en revanche, on peut débattre. On peut débattre de quels sont les droits, moi je sais pas moi, en matière de bioéthique, quels sont les droits en matière de logement, d'accès au travail, etc. Tout ça, c'est ouvert au débat démocratique et à la discussion démocratique. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas des droits qui garantissent que tout le monde dans un pays ou une communauté politique peut participer à ce débat. Et c'est en ça que, voilà, c'est une expression un peu basique, mais qu'on emploie souvent malheureusement en ce moment, parce que voilà, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire que il y a peut-être de bonnes raisons, de bonnes situations compliquées créées par un certain usage des droits de l'homme, mais en fait on peut pas faire sans eux. En tout cas, c'est ce qui nous semble. Oui, c'est vrai que l'universalisme serait comme ce vide qui permet justement la possibilité de dialoguer, de discuter. Oui, absolument. Voilà, ça. Et donc du coup je voulais vous poser aussi, en fait une quatrième question qui concerne Poutine. Alors comment est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un éclairage par rapport à nous aider à décoder, qui pourrait nous aider à décoder les discours de Poutine? C'est une question que je voulais poser à Jean-Yves Francière, je sais pas si vous décoder les discours de Poutine. Alors, Christian me rappelait effectivement, c'est le numéro en cours porte sur les 2 ans de guerre en Ukraine et s'attache vraiment à évoquer la société russe, la société ukrainienne dans la guerre, mais aussi en quoi ça nous interpelle, nous, ce retour de la guerre. Qui est de nouveau dans l'horizon des sociétés et dont on a vraiment voulu croire qu'elle n'y était plus. Bon, alors Poutine... C'était par rapport au discours de Timofey Sergeïtchev, qui était paru, dont il parlait justement oui. dans l'article sur l'Ukraine qui était paru au mois de mars aussi, en 2022. Alors oui, tout à fait. Parce qu'en avril 2022, on avait fait un numéro déjà sur la Russie. C'est ça. Et voilà. Alors, bon, la revue, si vous la feuilletez ou si vous y êtes abonné, vous vous en serez rendu compte. Elle est très mobilisée sur ce conflit et en fait, elle était mobilisée sur le durcissement du régime de Vladimir Poutine. Toutes ces dernières années, en fait, depuis longtemps. Donc nous, on avait suivi avec grande préoccupation le durcissement de la répression des opposants et la litanie des assassinats de journalistes et d'opposants de ces dernières années, qui a culminé, enfin pas culminé, mais il y a une sorte de point d'alerte pour nous qui a été atteint avec la dissolution de l'association Mémorial en décembre précédent. 2021. Voilà, et qui vraiment donnait un signal très clair sur l'ambition que ce pouvoir avait de réécrire l'histoire. Et ça, on y revient en fait, c'est là que ça reboucle, Christian, avec le début de notre conversation, c'est-à-dire que les faits, les événements
la possibilité de garder ouvert et en travail leur interprétation, laisser travailler les historiens, c'est vraiment une des convictions centrales de cette revue, parce que la brutalisation des faits, la brutalisation du passé sont toujours les signes avant-coureurs d'une brutalisation future de la société ou de son voisin. Et en l'espèce, ça s'est révélé tout à fait juste. Donc, dans le cas de la personnalité de Vladimir Poutine, très tôt, Jean-Yves et d'autres ont fait valoir l'émergence d'un discours fortement idéologisé, fortement théorisé, autour de l'Empire russe, de cette nation éternelle, du lien avec l'Église orthodoxe, autour d'un déni aussi qui nous paraît avoir fait le lit de beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, de déni des crimes, d'absence de travail de mémoire totale des crimes du totalitarisme. Donc ça, c'est évidemment un sujet sur lequel Esprit est central, mais l'absence de cette mémoire a aussi permis typiquement l'interdiction mémoriale, typiquement le fait de se relancer dans une guerre de conquête. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à décrypter, parce qu'il nous semble que tout ça a été en réalité très clair. Ce qu'il est moins, c'est pourquoi tant de gens ont-ils ne pas voulu le voir. Et c'est ça, c'est là-dessus que quelqu'un comme Jean-Yves nous aide à réfléchir. Bon, l'extrême droite, on sait très bien depuis longtemps pourquoi l'extrême droite a des penchants poutinophiles, parce qu'il y a un rapport à l'ordre, parce qu'il y a un rapport à la notion de civilisation éternelle, parce que tout ça est aisément compréhensible. Pourquoi est-ce que des pans entiers de la droite, beaucoup plus classiques, se sont aussi fourrés quand même dans des attitudes un peu compliquées, à travers des liens économiques, à travers l'idée qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir accès à ce marché-là, etc., etc. Pourquoi une partie de la gauche a été, et jusqu'à aujourd'hui, plus qu'ambivalente par rapport à la figure de Vladimir Poutine, parce que l'anti-américanisme reste une espèce de réservoir idéologique, là encore, hyper puissant, alors même qu'on n'est plus face à l'Amérique de Reagan, et que cette idée, vous voyez, que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et inversement, voilà, ça fait partie des questions qui sont devant nous pour un moment, parce que il faut comprendre comment toute une partie des sociétés dites occidentales n'ont pas voulu voir ce qui était en train d'arriver, alors qu'il suffit d'écouter ces discours pour savoir que on est sur une pente très glissante. Donc c'était la dernière question que je voulais vous poser, c'était par rapport à une réponse de gauche au conflit en Ukraine. Qu'est-ce que ça serait une réponse de gauche ? Une réponse de gauche à ce conflit, je ne vais pas esquiver, parce que je pense que c'est une question très importante. Je crois qu'on pense, et c'était le sens de notre dernière, je me défausse pas, mais de notre dernière éditorial justement qu'on avait appelé Un désir de protection dans le numéro de mars. Je pense qu'il faut... on est de nouveau dans un moment historique, si vous voulez, de grands périls. Les périls montent de toutes parts. Ça nous fait penser aux années 30, à bien des égards. La situation n'est pas la même, les périls ne sont pas les mêmes, mais néanmoins ils sont là. Et l'idée démocratique est devenue très fragile. Moi, c'est ça qui me frappe quand je vois le débat public, aussi bien sur cette guerre que sur tant d'autres choses en réalité. Et je crois que ce dont la gauche, ce que devrait affirmer la gauche, parce que nous en avons tous besoin, c'est qu'on a besoin de démocraties fortes. Et les démocraties fortes, c'est des démocraties auxquelles leurs citoyens adhèrent. C'est des démocraties dont les citoyens sont convaincus que la démocratie, c'est bon pour eux, c'est bon pour leurs enfants, c'est bon pour l'avenir. Et parce que c'est bon pour eux, ils seront prêts à la défendre. Vous voyez, moi, ce que je trouve très compliqué à gérer aujourd'hui, c'est ces discours qui me disent « Oulala, non, n'allons pas trop loin dans le soutien à l'Ukraine, on ne sait pas où ça nous emmène, etc. »
comme si le fait de laisser progresser Vladimir Poutine n'était pas un danger aussi pour nous. Donc je ne dis pas que ce n'est pas des questions lourdes et qu'il faut débattre démocratiquement de tout ça, mais en fait il faut absolument retrouver confiance dans le modèle démocratique comme étant celui qui nous permet d'affronter ce qui nous attend demain. Là où, et on reboucle avec la souveraineté, que ce soit sur les questions économiques, que ce soit même parfois sur les questions écologiques, où on vous dit que le péril est tel qu'il faudrait finalement ne plus en débattre et prendre un certain nombre de décisions. Pour tous ces défis-là, on a besoin de démocratie forte, de démocratie auxquelles les citoyens adhèrent et qui soient capables de défendre. Et des démocraties fortes, c'est aussi des démocraties fortes sur le plan du droit social, sur le plan du sentiment qu'on est protégé collectivement. Et je fais évidemment référence au débat actuel sur la réforme des retraites. On peut débattre de la réforme des retraites dont on a besoin pour l'avenir, mais ce sentiment de défiance collective dans lequel on est en train de basculer sur le fait que demain on sera plus protégé, que demain on n'a plus les moyens, etc., ça c'est très dangereux parce que ça instille le doute sur le fait que la démocratie nous protège. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Merci à toutes les deux. La parole est à la salle. Et déjà, il y a sûrement beaucoup de questions à débattre, mais nous avons tout le temps. La première est toujours la plus difficile. Oui, il y en a deux, trois. Alors, je crois que c'est vous qui avez levé le bras le premier, monsieur avec la moustache. Monsieur tu veux faire ça? C'est juste un retour en arrière, parce que vous avez dit qu'au début, Esprit était la revue d'un mouvement. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce mouvement depuis, mais moi j'ai fait partie d'une association qui se reconnaît dans le personnalisme communautaire et qui fait référence à Emmanuel Mounier. C'est une association qui malheureusement est moins active aujourd'hui parce que les gens vieillissent. Elle s'appelait la Vie Nouvelle. Vie Nouvelle, oui, tout à fait. Voilà, dont un des représentants les plus médiatiques, c'est Jacques Delors. Tout à fait. Et à mon âge, on a un peu poursuivi ce mouvement avec une autre association qui s'appelle Poursuivre, où on cherche à rester dans cette idée qu'on doit défendre ce juste milieu entre l'individu et le collectif. Et que dans notre activité, on essaye de travailler sur tous les plans personnels, social, politique, économique, de façon à faire en sorte que tous les membres du mouvement deviennent des personnes et des citoyens. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est une association très importante. Esprit a gardé des liens, évidemment, avec ces milieux. Ils ont pu se distendre ces dernières décennies. La nouvelle rédaction travaille à en retisser un certain nombre, aussi parce qu'il nous semble qu'il y a une actualité du personnalisme chez des gens très jeunes, qui sont eux aussi de nouveau dans cette critique du libéralisme, en fait, dans cette critique d'un libéralisme qui désincarne, qui défait les liens. Et voilà, donc on suit avec intérêt tout ça. Il est vrai, et Jacques Delors, je crois que c'est lui qui a dit je me dis personnaliste et je le dis d'autant plus facilement que la revue Esprit ne l'est plus. Enfin, il avait eu une phrase comme ça. Effectivement, la revue, pour des raisons que évidemment c'est pas moi qui ai fait ce choix, ce sont les aînés. A eu besoin à un moment d'ouvrir le champ, si vous voulez, au-delà de l'héritage d'Emmanuel Mounier. Je crois que c'était important pour qu'elle ait un avenir, pour qu'elle se renouvelle sur d'autres questionnements que celui-là. Mais il n'y a pas eu du tout de mise à distance du personnalisme, et ce que vous venez de décrire, c'est encore tout à fait dans l'ADN de la revue et de la manière dont elle réfléchit. C'est une question ici. On parle beaucoup de démocratie, effectivement, mais on parle beaucoup moins du suffrage universel. Quel lien faites-vous entre les deux, et ne peut-on pas penser que le suffrage universel puisse affaiblir certaines démocraties? Vous pensez à quelle démocratie, par exemple? Non, aucune en particulier. Mais bon,
Alors, que certains votes, voilà, au suffrage universel, puissent entraîner, faire basculer la démocratie dans des... Alors moi, ce que je vois par rapport à ce que vous dites, c'est, par exemple, je trouve qu'il y a une tentation référendaire, par exemple, qui me paraît typique de ce que vous décrivez, c'est-à-dire, puisque les représentants sont en permanence soupçonnables de trahir le mandat du peuple, et ben consultons de plus en plus le peuple, avec une dérive qu'effectivement je partagerai avec vous, qui est que on est dans ce fait majoritaire, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il suffit que le peuple ait dit que, et on le fait. Là où ce que je crois vous défendez, c'est que finalement des institutions qui ne se référeraient pas sans cesse au suffrage universel pourraient avancer, pourraient prendre des décisions qui iraient peut-être dans un meilleur sens du bien commun. Ou moins bon. Au moins bon, on est tout à fait moins bon. Moi, je pense que, par exemple, ce serait intéressant qu'on aille regarder ce qui se passe. Non que je fasse une panacée de ce pays et de ce modèle qui a ses difficultés aussi, mais par exemple, l'usage que fait un pays comme la Suisse des référendums d'initiative citoyenne, en fait, d'autres formes de participation à la délibération collective, me paraît intéressant. C'est-à-dire que moi, je crois que la France souffre réellement du fait qu'il y a une échéance politique qui importe, c'est l'élection présidentielle, qu'entre-temps, à peu près rien ne compte, et on n'a pas vraiment de débat, et l'abstention, c'est-à-dire que les chiffres de participation restent élevés pour la présidentielle, mais c'est l'arbre qui cache la forêt d'une participation qui ne cesse de décroître à toutes les autres élections, et que ça c'est mauvais pour la vitalité démocratique. Et donc je crois, c'est un monsieur qui s'appelle Loïc Blondiot, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est spécialiste des formes de démocratie participative. Il est venu là. Voilà, lui il explique très bien, il a écrit un article qui s'appelle « De la démocratie en France ». Je vous assure qu'il est dans les plus consultés du site depuis 3 ans. Il n'en sort jamais. Il est dans les plus consultés du site, preuve que cet article vit sa vie, et preuve que donc ces questions intéressent. Voilà, il explique très bien, et beaucoup mieux que ce que je fais là, qu'il est vital de revitaliser la participation démocratique avec d'autres formes qui ne soient plus forcément l'élection présidentielle au suffrage universel, effectivement, qui chez nous surdétermine toute la vie politique. Madame, vous vouliez parler? Oui, ma question qui porte sur la démocratie sociale, en fait, ça correspond un petit peu à ce que vous avez commencé de dire, mais vraiment, je m'interroge sur, avec toutes les informations qui sont disponibles partout, avec les discussions formelles ou informelles qui se déroulent partout, comment se fait-il que, par exemple, on en arrive à des blocages comme on les voit actuellement, avec en plus, pour moi, des dénis de réalité complets. À savoir, par exemple, partout en Europe, on retarde l'âge de la retraite tout simplement parce que, entre autres choses, la démographie pose problème. Le nombre d'actifs pour financer le nombre de retraités qui ne peut faire que croître, ce ratio baisse constamment. Donc, il y a un véritable problème réel dont il semble que personne ne le prend en compte. Et je ne comprends pas comment cela c'est possible. Pardon. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à votre question, mais elle me suggère quand même un ou deux points importants. D'abord, démocratie sociale, je crois que c'est l'expression préférée de Jean-Yves Franchère. Pour lui, c'est la démocratie sociale qu'il faut et écologique. Il accole toujours les deux parce que pour lui, les deux sont absolument nécessaires, et donc c'est bien ça qu'il faut défendre. Alors la situation de blocage que vous évoquez, ben voilà, on l'a tous en tête, mais vous avez commencé par prononcer ce mot démocratie, et donc pour moi la raison majeure du blocage dans lequel on est aujourd'hui, c'est le fait que la démocratie sociale n'a pas fonctionné, au sens où les partenaires sociaux n'ont pas pu débattre, que la discussion collective sur les... Ah ben non.
Ah non, il a annoncé au milieu de la campagne que ce serait la mesure d'âge, ce serait 64 ans et ce serait pas négociable. Et il a dit 65, et il a dit d'emblée qu'on n'en bougerait pas. Et donc il n'y a pas de négociation quand on rentre dans un cadre comme ceci. Alors pour vous parler du point de vue d'une centrale syndicale qu'on connaît un peu, puisque vous l'avez dit Christian, on a été assez proche de la CFDT et on l'est encore. La revue Esprit, elle fait partie de ces... Enfin, je crois pouvoir parler au nom de la revue en disant que on est convaincu qu'il faut faire évoluer la protection sociale au XXIe siècle, pour les raisons que vous avez évoquées, de démographie cette fois, mais aussi de rapport au travail, voilà, les formes du travail qui changent, notamment, c'est bien connu. Qu'en revanche, et que donc qu'il faille travailler plus longtemps. Ça, je pense qu'une majorité de membres de la revue vous dirait qu'aujourd'hui, ils sont parfaitement d'accord avec ça. Mais on parle beaucoup de l'exception française, avec on peut partir très tôt, etc., etc. Alors, ça, moi, je suis pas capable de vous l'expliquer, mais il y a un monsieur qui s'appelle Bruno Palier, qui intervient souvent dans les médias dernièrement, et qui montre très bien que, en fait, les Français partent pas du tout si tôt que ça par rapport à leurs homologues européens, et qu'en fait, on est beaucoup à 65 ans sans décote, comme on a un âge autorisé d'âge moyen de départ à la retraite. Actuellement, c'est 63. Ouais, bon, mais que là où il y a aussi une autre exception française dont on parle jamais, qui est que toutes les enquêtes européennes, sans exception, convergent autour du constat que les Français, en tout cas le déclarent, ont un rapport au travail très tendu, c'est-à-dire que les conditions de travail en France sont très dures. Et les enfants à l'école aussi. Alors merci, parce que moi je crois qu'il y a un lien entre les deux, et on ne le dit jamais, mais voilà, alors, nous n'allons pas ouvrir ce vaste débat, voilà. C'est la culture autoritaire méditerranéenne. Et donc, alors, je ne sais pas si elle est méditerranéenne, mais qu'il y a une culture autoritaire au travail, c'est une évidence. En fait, les Français sont ceux qui ont le moins de marge de manœuvre, par exemple, dans l'exécution des tâches. Les cadences, en fait, un niveau de stress déclaré, des rapports à la hiérarchie plus tendus, etc., etc. Mais ça, on n'en parle jamais. Et ça, on n'a pas la négociation collective, on n'a jamais le cadre de négociation collective qui permettrait de faire réellement évoluer ça. Et là où on a un vrai regret à la revue, c'est de se dire que l'exécutif a choisi de parler retraite sans parler travail. Et qu'après la pandémie, c'était une grosse erreur politique. Et que là, effectivement, ça braque le pays sur un pilier de son contrat social qui est la retraite. La Belgique, par exemple, si vous voulez les faire descendre tous dans la rue, c'est la question de l'indexation des salaires. Ça, c'est un point central. Si un gouvernement touche à ça, il met le feu au pays. Nous, la retraite, pour des raisons que je suis absolument pas capable de vous expliquer, mais a un poids symbolique considérable dans la représentation qu'on a de notre contrat social. C'était pas comme ça qu'il fallait engager ce débat. La CFDT était prête à une réforme systémique de retraite en 2019. Elle était prête. Ça aurait pu passer. Une pandémie est passée par là qui a quand même posé un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Et puis, je m'arrête juste là, mais par exemple, sur vous voyez, pendant la pandémie, on a énormément parlé, et à juste, à bon escient, de ces fameux travailleurs de la deuxième ligne. Les caissières, non, la deuxième, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas les soignants, mais ceux qui n'ont pas pu s'arrêter, si vous voulez, les livreurs, les agents d'entretien, les caissières, les éboueurs, un certain nombre d'aides à domicile qui ont dû continuer, etc. C'est vraiment la mesure d'âge. C'est celle qui envoie la facture la plus lourde exactement à ces gens-là. Oui, mais c'est souvent des gens qui ont commencé à travailler tôt. Mais ils ont des carrières très hachées. Donc ils sont hachés. Vous voyez, donc c'est voilà. Là, il y avait vraiment une occasion manquée d'avoir une discussion sur le travail et l'avenir de notre protection sociale qu'il faut faire évoluer. Ça, on est bien d'accord. Il y a encore une question. Moi, je voudrais poser une question sur la notion de temps. Parce que là, vous êtes en train de discuter sur l'âge des citoyens. À quel âge on part à la retraite? Et la question que je poserais, c'est
à quel âge une revue doit partir à la retraite. Voilà. Donc je vais donner un certain nombre d'informations. Votre revue Esprit, c'est quand même pratiquement tient le coup. Vous n'avez pas cité une autre revue mais qui s'appelle Commentaire. Oui, tout à fait. Qui s'oppose un peu à votre travail sur la praxis, parce qu'une société des commentaires, c'est une société qui n'est pas fondamentalement démocratique, parce que les commentaires sont souvent individuels. Je ne dis pas du mal de cette revue Le Commentaire, c'était la revue créée par Raymond Aron, je crois, etc. Donc on peut y trouver des articles. La revue qui a disparu des temps modernes, c'était une question de temps. Et donc finalement, le problème de la démocratie est lié essentiellement à la gestion du temps. Et comment on fait pour penser l'événement quand on ne comprend pas le temps qui passe? Alors c'est une très très belle question et je vous en remercie. Oui, alors je commence par là où vous avez fini. La démocratie, c'est le régime politique qui a le rapport le plus singulier au temps parce qu'il l'ouvre, parce qu'il est le seul régime politique qui agit sur le temps, parce qu'il l'ouvre, parce qu'il rend d'autres horizons possibles. Ce que ne font pas les autres. Il y a un très beau texte, d'ailleurs je le signale, du philosophe Michael Fossel, qui doit avoir 1 ou 2 ans maintenant, que vous pouvez trouver sur le site internet, qui s'appelle Interminable démocratie. Et que le propre de la démocratie, c'est son ouverture, elle est interminable. Voilà. Alors est-ce qu'une revue est interminable? Ça c'est une autre question. Et on nous renvoie souvent, oui, voilà, une revue, ça a un temps, ça naît, ça meurt, c'est comme une génération, voilà, il faut que ça passe. Et ça arrivera certainement à celle-ci. Là-dessus, on n'a absolument pas l'idée de se croire immortel. Mais pour l'instant, comme le disait Christian, pour l'instant, ça tient, donc on continue. En revanche, ça ne tient qu'à une condition que vous avez bien donnée, qui est que de nouvelles mains, de nouvelles plumes reprennent un flambeau régulièrement. Et donc ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les revues comme Le Débat ou Les Temps modernes, qui n'ont pas survécu à la génération de leurs fondateurs, effectivement, les fondateurs ont mis un point final à quelque chose qu'ils ne pouvaient plus continuer, parce qu'ils n'étaient plus en capacité, ou ils ne le souhaitaient plus, pour des raisons qui leur appartiennent, de saisir l'événement, de le comprendre, de l'inscrire dans une histoire et dans une lecture de l'avenir qui les engage, et sentaient qu'ils n'avaient plus les capteurs qu'il fallait. Et ça, les différents directeurs d'esprit ont appris à le faire, mais ils ont appris à le faire avec le précédent Mounier, qui ayant disparu, a transmis de fait, et donc s'obligeant eux-mêmes à transmettre, en disant, mais en fait, pourquoi moi, Jean-Marie Domnac, pourquoi moi, Paul Thibault, pourquoi moi, Olivier Mongin, je mettrai fin à cette histoire qui ne m'appartient pas, ce n'est pas ma revue, je n'en ai été qu'un passager. Et Paul Thibault, pour ne pas le nommer, qui a dirigé Esprit entre 1976 et 1989, on sait, parce qu'on a retrouvé les courriers, etc., qu'à un moment, il a dit « Je m'arrête, je ne sens plus l'époque, je ne la comprends plus, je pourrais bientôt être grand-père des plus jeunes auteurs, ou de ce qu'on aimerait être les plus jeunes auteurs, donc je passe la main. » Et ça demande énormément de courage, et dans l'histoire d'Esprit, les successions ne sont pas forcément simples, il ne faut pas idéaliser ça, c'est compliqué. Mais c'est à cette condition-là qu'une revue peut durer 90 ans, c'est évident. Une autre question. Justement, un sujet, une question très pratico-pratique. Si vous pouvez répondre, c'est magnifique, 90 ans, mais quels sont vos équilibres économiques? Est-ce que vous êtes solide, fragile? Quelles sont vos recettes? Vous arrivez à vous autofinancer ou vous êtes subventionné du mécénat? Comment ça fonctionne? Alors, non, mais c'est une question qui me convient très bien, elle est importante. Esprit fait partie de ces rares. On est indépendant, et c'est pas un vrai mot, c'est-à-dire qu'on vit de nos abonnements et de nos ventes. Très très essentiellement. On a une toute petite subvention du CNL, mais qui représente vraiment pas grand-chose dans notre budget.
Et on est une SAS, on a un actionnariat, mais qui est complet, qui va être rénové là dans les mois qui viennent. Donc de nouveau, on va ouvrir le capital pour que les rédacteurs actuels de la revue puissent devenir actionnaires et avoir un actionnariat qui nous ressemble. Mais en fait, le modèle, si vous voulez, ça a été que ceux qui faisaient Esprit la possédaient. C'est-à-dire que donc, dans notre actionnariat, on a les héritiers de Paul Ricoeur, on a les héritiers de Jean-Marie Domnac, et on a les compagnons en fait, de la revue, mais tout ça va être rénové prochainement. Donc on n'a pas de gros soutien financier derrière nous qui nous rend flou en cas de besoin. Et on n'a pas non plus, ce qui est le modèle quand même majoritaire aujourd'hui dans les revues, on n'a pas de maison d'édition par exemple derrière nous, comme c'est le cas de beaucoup de revues. Non ? Il y a eu des livres Esprit. Oui, mais c'était pas le Seuil et Esprit n'ont jamais. Il y a eu des collections Esprit au Seuil qui étaient liées à des directions de personnes. Ah non, je vous assure, là je suis vraiment très sûre de moi. Dans les années fin des années 70, il y a eu des livres Esprit. Oui, des collections Esprit au Seuil. Non, là je suis. Alors vous demanderez à tous mes directeurs précédents. La collection Esprit, je la connais très bien, mais elle était formidable. Mais il y a eu des livres Esprit. Au Seuil. On en parlera tout à l'heure. Bon, voilà, mais non, Esprit n'a jamais été lié financièrement au Seuil, ça j'en suis absolument sûre. Bon, bref, point à éclaircir. Et donc notre économie, elle est fragile. Très concrètement, elle est fragile. Aujourd'hui, on est 4 salariés, c'est beaucoup. On a réinvesti en recrutant, notamment en développant tous les outils numériques qu'on sait, etc. On regagne des abonnés, parce que pendant longtemps, on en a perdu, comme toutes les grandes revues historiques, on perdait lentement mais sûrement des abonnés. Anne-Lorraine Bujon, qui est arrivée en 2016, avait vraiment pour mandat de relancer cette revue qui sinon allait mourir, ça, comme d'autres avant elle. Et on n'y est pas encore complètement parvenu, parce qu'on reste fragile, mais le chiffre d'affaires augmente, les abonnés augmentent tous les mois. Et on espère que ça va se poursuivre, et il faut que ça se poursuive encore un petit peu pour qu'on soit réellement sorti des eaux troubles. Voilà. Plus de questions ? Moi, je vous nous avez parlé de Vladimir Poutine, donc de la Russie. Moi, j'ai une idée un petit peu géopolitique par rapport à la Chine. Est-ce que la revue Esprit réfléchit aux questions concernant la Chine, son évolution? L'histoire de la Chine, l'histoire de la Russie sont différentes. Mais l'une comme l'autre nous renvoie que l'Occident soit est contre eux, la Russie, soit les a méprisés tout au long un certain nombre de décennies. Alors je voudrais savoir si vous, vous n'avez pas une boule de cristal, mais si vous avez réfléchi, s'il y a des équipes qui réfléchissent à l'évolution lente actuelle de la Chine et oui, comment il faudrait peut-être ouvrir les yeux un petit peu plus. Écoutez, on a consacré 2 numéros en 2 ans à la Chine, ce qu'on fait rarement. Donc, le numéro c'était novembre et décembre dernier. Et donc oui, on est tout à fait attentif à ce qui se passe en Chine et ça nous paraît être une des dynamiques, une tectonique des plaques majeure dans ce qui se passe là dans les grandes transformations du monde ces dernières années et dans le sens de la déconsolidation démocratique qu'on évoquait, c'est-à-dire que la Chine de Xi Jinping a vraiment consolidé un pouvoir qui aujourd'hui, on peut le définir, est totalitaire. Et que donc, au vu de ce qu'elle représente, y compris de son poids économique, qui est quand même pas du tout celui de la Russie, là pour le coup, on a des raisons d'être tout à fait inquiet de ce qui se passe là. Et par exemple, l'agression russe sur l'Ukraine peut laisser penser que, par exemple, Taïwan est un sujet auquel on est très très attentif. Beaucoup de signaux ont déjà été envoyés pour nous dire que c'est possible, etc. Et donc vous avez raison aussi de souligner que les deux se ressemblent sur un point, tout différent qu'il soit, qui est ce récit d'un Occident collectif contre eux. Et ça, c'est vraiment la marque de ce que quelqu'un qui est très important chez nous, qui s'appelle Hamid Bozarslan, je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez déjà reçu ici,
qui écrit vraiment des livres. Il est à l'EHESS, il est historien et sociologue. Et voilà, il a une pensée, il est aussi important que Jean-Yves Franchère pour la revue Esprit. Et cette fabrique de l'Occident collectif contre lequel ces sociétés, ces pouvoirs autoritaires mobilisent leur société, il appelle ça l'antidémocratie. Et donc, l'on partage, il a écrit un livre qui s'appelle L'antidémocratie au XXIe siècle, Chine, Russie, Turquie. Et voilà, il détaille vraiment très bien ces mécaniques de pouvoir qui brutalisent le temps, on y revient sur la question, brutalisent le rapport au temps, le rapport à l'histoire, et cette idée qu'il y aurait un Occident unique et unifié, qui serait décadent, qui serait corrompu, et qui les menacerait directement. Donc tout à fait, la Chine est totalement sur nos radars, et la situation nous inquiète. Je suis abonné, je vous remercie chaque mois et c'est un réel plaisir de trouver Esprit dans ma boîte aux lettres. C'est moi qui vous remercie. Deux questions. Le rapport de la revue avec les courants de pensée allemands, d'une part. J'aimerais bien savoir comment ça se passe avec ces correspondants allemands, comment ça se passe, d'une part. Et deuxième question, Esprit est notre président. Alors les courants de pensée allemands, je vais être assez courte pour vous dire, parce que je suis pas bien au fait de ça. On a une proximité, on a eu une proximité, mais qui reste active jusqu'aux dernières années avec Habermas, le philosophe Jürgen Habermas, qui a publié régulièrement chez nous. Donc voilà, il y a un certain nombre de philosophes allemands, une Caroline Emke aussi, dont on suit le travail. Et on a une proximité avec une revue dont le nom m'échappe là tout de suite, avec laquelle on a fait des numéros conjoints. Mais on n'a pas un rapport plus structuré à la vie des idées en Allemagne qu'ailleurs. Mais voilà, on essaie de se tenir au courant de ce qui s'y passe en termes de vie des idées, mais pas plus que ça. Et alors par rapport à notre président, donc vous avez sans doute lu, vu, entendu que Emmanuel Macron avait été très proche de Paul Ricoeur et donc de la revue Esprit. Et de fait, Emmanuel Macron a publié, je crois, 3 textes dans Esprit, dont un important qui s'appelle Le labyrinthe du politique, et 2 qui sont plutôt plus mineurs, je crois, des recensions. Donc il a été présent, effectivement, il est venu quelquefois rue Saint-Martin. Ça n'a pas du tout été le pilier que la presse un peu rapidement a voulu... Emmanuel Macron est passé là, et effectivement c'était dans le cadre du fait qu'il travaillait avec Paul Ricoeur à l'édition de son ouvrage. Et d'emblée, ce que je peux vous dire sans trahir de secret, c'est que quand Emmanuel Macron, donc effectivement, s'est lancé dans la vie politique, a commencé, est devenu secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'économie, puis voilà, ça a été d'emblée un objet de discussion un peu vive à la revue entre ceux qui... et ce clivage a été pour partie générationnel, il faut le dire, entre ceux qui y voyaient peut-être l'héritier tant attendu d'un Michel Rocard ou d'une deuxième gauche qui était complètement dans les choux comme on sait et qui n'avait pas de... Voilà, et ceux qui ont dit d'emblée, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et en réalité, cela a été plus nombreux dès le départ, et très vite, effectivement, la pente critique, plutôt critique, à l'endroit d'Emmanuel Macron s'est affirmée. Néanmoins, on fait partie de ces lieux qui n'aiment pas tout mettre sur le même plan, et voilà, ce qu'on entend dans une certaine presse de gauche, qu'il est fasciste, que tout ça, bon non, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, on l'a critiqué, on le critique durement et sévèrement, effectivement, on a appelé à voter pour lui au second tour, parce qu'il avait en face de lui qui en sait, et que ça pour nous ça c'est très clair, voilà, et donc on vit avec cette critique régulière du macronisme, très sévère sous la plume de Jean-Yves Franchère, je le dis, même qui lui est vraiment très critique du dernier quinquennat et du début de celui-ci. Voilà, donc il a fait partie de notre histoire, à sa mesure, et pas très grande en fait. Alors,
pour qu'il n'y ait pas de regret, sinon nous allons clore bientôt, mais s'il y a une dernière question, il ne faut pas qu'il y ait Non. Ah, une dernière. Non, je voudrais dire quelque chose. Attends, passe le micro quand même. Non, mais c'était pour mettre d'accord Madame Dugin et Christian Thorel. Parce que Sur le seuil? Non, sur la notion d'œuvre éditée dans l'esprit. J'ai la revue d'Esprit qui a 70 ans en mars 1953. Eh bien, dans la dernière page, on voit Esprit est une bibliothèque permanente. Donc vous avez raison, voilà. Les deux. Merci. Je dis mars 53 parce que c'est le mois de ma naissance. Bon, merci, c'est très délicat. Je voudrais remercier le public d'avoir été présent. Sylvie Sanchez d'avoir questionné et dialogué avec Anne Dugin. Merci Anne Dugin. Je voudrais juste préciser, je suis très anecdotique, mais puisque pas aussi anecdote contre anecdote, mais la revue Le Débat a été le numéro 1, on l'a présenté ici, numéro 1 de la revue Le Débat en 1980, pardon, et Pierre Laura était venu, et c'est une rencontre un peu folle, mais bon, là ce serait trop long, et le slogan, il me semble que c'était « Voici revenu le temps des revues ». Il me semble que c'était quelque chose comme ça, comme quoi vous aviez raison de parler du temps, et je suis un vieil imbécile, mais à l'époque j'étais vraiment un jeune con, et il m'a demandé au restaurant, alors vous pensez que vraiment c'est vraiment le temps des revues est revenu, et j'ai été assez gonflé, alors que je le dis pour lui dire, non, je crois pas. Donc, je me suis trompé, la revue Le Débat a tenu longtemps, je préfère quand même que la revue Esprit continue, plutôt que la revue Le Débat s'arrête. Je préfère la ténacité d'équipes qui ont tuilé les unes sur les autres et qui continuent une vie au présent, plutôt que l'orgueil de la mort. Voilà, mais ça c'est Pierre Laura, c'est un peu ça tout de même, malgré toutes les qualités qu'il a pu avoir. Merci. Et encore une précision, les livres de Jean-Yves Pancher sont arrivés, il a été un peu compliqué, ils sont arrivés ce matin, ils sont là-bas, donc il n'est pas venu, vous pouvez le lire, et nous avons un certain nombre de numéros de la revue, dont celui de mars 22, qui est arrivé aussi. Et puis ce petit livre. Et oui, pardon. Et voilà, ce petit livre d'histoire, puisqu'on a été très vite. C'est un petit livre d'histoire de la revue qu'on a réédité à l'occasion des 80. Voilà. Merci. Merci.